c'est difficile de vous définir en peu de mots, mais en résumé, vous avez 35 ans. Vous êtes Marseillais. Oui, je peux faire réapparaître mon accent à souhait. Hein. Vous êtes fan de l'OM. Vous êtes entré à l'ESSEC en 2007. Vous y avez créé Content Square, qui est devenu aujourd'hui une puissante licorne française spécialisée dans l'analyse des sites web et des comportements en ligne. Première levée de fonds en 2016, suivie par d'autres, pour un total de 800 millions de dollars, à peu près une croissance à 120% par an ces 4 dernières années. Et vous en êtes à votre 6e rachat en 2 ans. Aujourd'hui, vous vivez aux États-Unis avec votre famille, votre femme et vos enfants. Oui, mes 3 enfants. Un article récent de LSA vous présente comme l'homme qui brasse 10 000 milliards de données et 1,5 milliard de transactions par jour. Content Square est aujourd'hui valorisé à 3 milliards de dollars. Est-ce que par moment, tout ça vous donne pas un peu le tournis? Alors déjà, je suis ravi d'échanger avec vous, François. Non, ça me donne pas le tournis. Déjà parce que chaque étape, c'est une super découverte. J'ai démarré Content Square dans l'incubateur d'entreprise de l'ESSEC. Et c'est une société que j'aurais pas dû construire. Mon grand-père a créé à 70 ans une entreprise d'import-export de légumes secs. Légumes secs, c'est pois chiches, pois cassés, haricots secs, lentilles, riz. Mon père travaille avec mon grand-père, mon frère travaille avec mon père. Donc, j'aurais dû rejoindre le giron familial. Et j'adorais les maths et les statistiques. Je suis venu à Paris pour faire mes études. Et dans le cadre de l'incubateur d'entreprise de l'ESSEC, j'ai démarré un projet qui s'est transformé en projet de vie. C'est la seule entreprise dans laquelle je viens bosser tous les jours depuis que j'ai jamais bossé ailleurs que Content Square. D'accord. Alors, comment est-ce que vous est venue l'idée de développer cette technologie qui permet d'améliorer le taux de conversion des sites Internet? Pendant longtemps, le meilleur moyen d'améliorer les ventes en ligne, c'était l'acquisition, faire venir des gens sur le site web. Il y avait Google avec son moteur de recherche ou Salesforce avec son CRM, ses emails. Mais les coûts d'acquisition devenaient de plus en plus élevés. Ça coûte cher de faire venir quelqu'un sur le site web. Le trafic est sur mobile, de l'ordre de 70% aujourd'hui. Et les taux de conversion sont faibles. Le ratio des gens qui arrivent sur un site et qui achètent. À titre de comparaison, en magasin, sur 100 personnes qui rentrent, il va y en avoir une trentaine qui achètent. Sur le online, on est de l'ordre de 3%. 3 personnes sur 100 qui arrivent vont acheter. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée d'essayer de comprendre comment augmenter le taux de conversion des sites Internet et pourquoi une personne s'en allait. Alors, dans un magasin physique, on sait qui rentre, on sait qui sort. On sait pas bien ce que les gens font à l'intérieur, mais c'est pas grave parce qu'il y a un vendeur qui vous accompagne. Dans le monde digital, on est aveugle. On arrive à comprendre page par page où les gens sont bons, mais on sait pas bien ce qu'ils font à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'une technologie qui suit le mouvement de la souris sur le mobile, les touch, les swipes, les zooms, pour comprendre pourquoi une personne s'en va, où est-ce qu'elle passe du temps, qu'est-ce qu'elle aime, quels sont ses points de friction, les erreurs rencontrées, les difficultés. Et le logiciel Content Square délivre des recommandations d'amélioration du site Internet. Tout ça dans le respect de la vie privée, sans jamais connaître l'identité de l'utilisateur ou sans collecter de données personnelles. Et je pense que c'est un point très important d'ailleurs, la vie privée comme un des droits fondamentaux du monde digital d'aujourd'hui et de demain. C'est ce qu'on appelle l'UX Analytics, c'est ça. Et en quoi est-ce que c'est si important et qu'est-ce que ça va concerner réellement? Vous parliez de la souris, en fait c'est beaucoup plus que l'analyse du comportement réel, du clic, etc. Oui, en fait, la décision d'achat, elle est influencée par plein de critères. Donc, ça peut être le parcours qu'on vient collecter sur la manière dont la personne navigue, mais ça peut être le contenu. C'est quoi l'impact d'avoir vu ce visuel sur la décision d'achat? Ça peut être le prix du produit, ça peut être le produit lui-même, ça peut être le temps de chargement. Est-ce que la vidéo ou le site met du temps à se charger? Ça peut être les erreurs rencontrées. Ça peut être le feedback d'un ami qui va vous dire « Ah, regarde, tu devrais acheter ce produit, c'est super » ou la loyauté à la marque. Tous ces indicateurs-là, toutes ces dimensions, elles influencent la décision d'achat. Et ce qu'essaye de faire Content Square, c'est d'améliorer l'expérience, d'agréger toutes ces dimensions pour prioriser ce qu'il y a à venir améliorer sur le site. Et c'est comme cela qu'au quotidien, on accompagne des milliers de marques pour qu'elles viennent à optimiser leur site, ce qui se traduit par des centaines de millions ou des milliards de pages qui sont analysées et optimisées tous les jours. Alors, comment est-ce que ça a commencé finalement? Donc, l'idée, vous êtes posé cette question, mais comment est-ce que ça a mûri, germé?
Et comment est-ce que vous êtes arrivé petit à petit à créer au sein de l'ESSEC et avec ESSEC Ventures? Moi, j'ai pas de compétences techniques. Ouais. Donc, le premier enjeu, ça a été de s'entourer de personnes qui pouvaient m'aider à construire et à créer ce projet-là. Et ça a démarré avec beaucoup de stagiaires, d'ailleurs, parce que peu de moyens au départ. Et petit à petit, on a construit un début de produit, on a commencé à vendre, ça a commencé à susciter de l'intérêt. Et les premiers clients ont permis de financer le développement de l'entreprise. Et de 2012 à 2016, on s'est auto-financé, où on est passé de 1 à une centaine de collaborateurs. Fin 2016, voyant que le marché était en train de mûrir, que notre technologie commençait à être de plus en plus robuste, on a décidé de lever encore plus d'argent. Donc, initialement, en 2012, on avait levé autour de $400 000 auprès de Business Angel. En 2016, on a fait une levée de fonds de $20 millions qui a notamment eu pour objectif de lancer le marché américain. Et donc, je suis parti début 2017 aux États-Unis, à New York, pour démarrer nos activités américaines. Et de fil en aiguille, on a vendu de plus en plus de produits aux États-Unis. Le marché a bien pris aux US. On a fait une deuxième levée de fonds de $40 millions, une troisième levée de fonds un an plus tard de $60 millions, une quatrième de $190 millions et une cinquième récemment de $500 millions qui a été l'idée par SoftBank. Nos autres investisseurs sont BlackRock, Highland, Euraseo, Canaan, KKR, etc. Alors, pourquoi avoir décidé d'abord d'aller à New York plutôt qu'à Los Angeles et pourquoi développer à la fois le marché français, enfin la France et les États-Unis en même temps? Alors, déjà, New York plus que San Francisco ou la Silicon Valley, c'est que dans notre domaine, on vend surtout à des marques. Donc, il y avait plus de marques potentiels clients ou prospects à New York qu'à San Francisco dans notre analyse. Et le deuxième point, c'est que le décalage horaire de 6 heures à New York versus 9 heures à San Francisco était plus gérable pour continuer à piloter l'entreprise. Pourquoi les États-Unis? C'est que mon ambition et notre ambition, c'est de créer le leader mondial de l'analyse de l'expérience utilisateur. Et ça passait par conquérir le plus grand des marchés. Je pense à ce moment-là, notamment aux États-Unis, qui en termes de e-commerce était le plus développé. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir moi-même là-bas. Je voulais déjà en tout cas m'assurer que la France avait des reins solides, ce qui était le cas. On avait déjà ouvert depuis quelques mois l'Angleterre qui avait commencé à prendre. Donc, c'était suffisamment de gages pour pouvoir nous dire que ça va pas mettre à risque la structure actuelle. On avait les bonnes équipes, les bonnes personnes pour continuer à se développer, mais qu'il était temps de lancer le marché américain de par l'importance de sa taille. Vous faites des allers-retours avec la France ou comment ça se passe, surtout basé aux États-Unis? Alors maintenant, je vis aux États-Unis. Oui. Oui, j'ai d'ailleurs 3 enfants, dont 2 qui sont nés aux États-Unis, 2 Americanas. 2 garçons et une fille, mais à l'époque, oui, je faisais pas mal d'allers-retours, même si je dirais que mon focus il était vraiment à développer le marché américain parce que c'était un élément important pour le futur de notre développement et de notre croissance. Alors, vous avez lancé le projet au sein de ESSEC Ventures. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors déjà, la confiance. Vous savez, comme je le disais, j'étais pas destiné à monter ce projet-là. Mais le fait d'avoir des gens qui croient en votre projet, vous soutiennent, vous donnent des bureaux, de la logistique, vous challenge régulièrement sur votre projet, ça permet d'y croire encore plus. Donc ça, c'est le premier point. Et je dirais, le deuxième, c'est tout le réseau qu'a pu m'apporter aussi ESSEC Venture, au-delà du conseil qui a été très précieux pour aider à se poser les bonnes questions, aider à se remettre en code. C'est aussi toutes les introductions, supports qu'a pu apporter ESSEC Venture. Et pour aller même plus loin, je considère que l'incubateur, ça a été un élément prépondérant dans notre développement et que je me ressentais le besoin aussi de pouvoir rendre ça. C'est la raison pour laquelle Content Square a aussi créé son propre incubateur d'entreprise pour aider les startups à accélérer leur développement, les mettre en contact avec l'écosystème, les accompagner comme ce qu'avait pu faire à l'époque ESSEC Venture pour moi. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette croissance de plus de 120% par an? C'est quand même exceptionnel. Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est le marché.
pendant longtemps, on s'en foutait d'améliorer le taux de conversion des sites web. Le focus était faire venir des gens. Et puis, ça suffisait parce que ça coûtait pas très, très cher. Mais assez rapidement, la compétition est apparue de plus en plus forte sur le monde digital. Donc, le sujet de faire en sorte que quand une personne arrive, il y ait plus de gens qui convertissent, qui souscrivent à un service ou qui achètent, ont été plus importants. Je dirais aussi que on a tous vécu une période très difficile. On continue à la vivre avec le Covid. Mais peut-être qu'un des seuls éléments positifs, c'est l'accélération de la digitalisation du monde. Pour vous donner quelques stats, en 2010, 8% des ventes aux États-Unis se faisaient en ligne. En 2019, c'est 16%. En 2020, c'est 35%. En Chine, en 2021, c'est la première fois qu'il y a plus de ventes en ligne que physique. Donc, on voit une vraie accélération du digital. On voit un besoin de plus en plus fort pour optimiser les parcours, les interfaces, les erreurs et faire en sorte que l'expérience soit la meilleure possible. Alors justement, par rapport à la pandémie, d'abord, comment est-ce que vous l'avez traversé, enfin, vous, globalement, et Content Square, et est-ce que ça vous a enseigné certaines choses et est-ce que ça vous a apporté, entre guillemets, aussi peut-être de nouvelles pistes de réflexion, ou peut-être d'ouvrir des marchés? Alors, c'est un bon point. Déjà, comme tout le monde, ça a été une période difficile. Il faut se réadapter dans notre manière de travailler, de fonctionner, d'échanger avec nos clients. On a pris le parti de continuer pendant cette période-là à maintenir l'ensemble des emplois, à pas faire des coupes dans nos investissements. Et il se trouve que on a essayé d'être le plus à l'écoute des clients pour apporter de la souplesse et de la flexibilité, pour endosser aussi avec eux les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Il y a eu des secteurs d'activité qui ont été plus touchés que d'autres. Je pense au monde du voyage ou à un certain moment donné au monde de l'habillement, de l'hôtellerie, etc. Donc, on a essayé d'être le plus présent possible, le plus actif possible avec nos clients, de sorte que on les aide au mieux à traverser cette période-là. On a mis en place aussi une sorte de hub pour fournir des données de ce qui se passait à ce moment-là sur le monde digital par secteur d'activité, pour permettre aux marques d'un peu mieux situer sur les ventes en ligne, leur secteur, leur trafic, de façon gracieuse. On a essayé également d'aider les services publics. On a mis en place un certain nombre d'initiatives gracieuses avec différents ministères pour essayer de faciliter la performance de leurs nouveaux parcours digitaux. D'accord. Et alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quels sont vos principaux clients? Dans quel domaine et les principaux clients? Alors, on a aujourd'hui des clients dans tous les secteurs d'activité, que ça soit banque, finance, assurance, le voyage, le retail, les telcos, la beauté. Je pense à des marques comme Orange ou SNCF, si on ne cite que en France ou Accor. Mais aujourd'hui, on compte autour d'1 millier de clients à travers le monde. On fait 50% de notre activité aux États-Unis, 45% en Europe, un peu moins de 5% en Asie. Et on a des bureaux à Paris, Munich, Londres, New York, San Francisco, Tel Aviv, Tokyo, Singapour, Barcelone, Rennes et Lyon, notamment parce qu'on a racheté des sociétés françaises qui avaient une présence à Rennes et à Lyon. D'accord. En quoi est-ce que l'UX Analytics a changé en 9 ans après la création de Content Square? En quoi est-ce que ça a changé aujourd'hui? Je dirais que on est passé d'un modèle où on essayait de corriger quelques problèmes sur le site à une logique d'amélioration et d'optimisation continue, parce que les sites vivent, parce qu'il y a de plus en plus de trafic, parce que le monde doit être personnalisé et parce que l'expérience, ça devient de plus en plus un critère de définition de la marque. Une marque se définit de plus en plus par une bonne expérience client. Donc il y a des enjeux sur le fait de pouvoir de plus en plus personnaliser les parcours, de mieux en mieux
prendre en compte des nouvelles dimensions sociétales. Je pense notamment au respect de la vie privée. Je crois que le monde de demain sera d'ailleurs un monde sans cookies. C'est très important pour les utilisateurs. Je crois d'ailleurs que la vie privée, c'est un des piliers de la future société digitale. Il y a un nouvel enjeu par rapport à ça. Il y a quelque chose sur lequel vous travaillez avec vos équipes pour, d'une part, vous mettre en conformité, évidemment, avec le RGPD, mais aussi pour imaginer plus de sécurité et plus de respect de la vie privée. Oui, alors déjà, par définition, très tôt, on a beaucoup investi sur ce sujet-là parce qu'on pensait que ça devait être un pilier de notre solution. Donc, notre job n'a pas été uniquement de se conformer aux législations comme celle de RGPD, mais essayer d'aller plus loin et de prendre du leadership sur ce sujet. C'est pour ça qu'on a récemment annoncé la création d'une version de notre solution sans cookies qui stocke pas d'informations sur l'utilisateur. Donc, on essaye d'aller au-delà même de l'information personnelle, mais aussi de donner des alternatives aux marques pour anticiper ce besoin grandissant sur le respect de la vie privée. Puis, vous savez, ce sujet-là, il appelle aussi à d'autres sujets, à mon avis, qui sont à prendre en compte. Je pense notamment à l'accessibilité numérique. Mm-hmm. 1 milliard de personnes ont des difficultés à accéder aux contenus digitaux. Je pense notamment aux aveugles, personnes âgées, malentendants, toutes personnes qui ont des problèmes d'accès à ces contenus-là. Il y a 70% des contenus web qui sont pas accessibles. Donc, on a racheté une société sur l'accessibilité numérique, une technologie qui permettait d'adapter les interfaces. Et on a également créé une fondation pour promouvoir l'accessibilité numérique dès le plus jeune âge et dans les écoles, de sorte que quelqu'un qui a, par exemple, une dyslexie puisse consommer les contenus sans ressentir quelconque problème que ce soit. Et on pense que ça aussi, c'est un élément important qui va définir la société digitale de demain. Aujourd'hui, alors je sais pas combien vous avez de salariés. Un peu plus de 1000. Un peu plus de 1000. Et sur ces salariés, combien sont attachés à recherche et développement? Un peu plus de 300. Oui, c'est quand même énorme. Alors, à ce propos, justement, avec l'intelligence artificielle, est-ce que tout ça vous apporte de nouvelles perspectives? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans votre démarche R&D? Alors, c'est clé pour nous et je considère que on avait des équipes qui étaient déjà très talentueuses, mais on n'investissait pas assez sur le sujet. Donc, on est en train d'investir encore plus massivement. On a d'ailleurs fait l'acquisition d'une société récemment qui s'appelle Upstride, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour investir encore plus ces enjeux parce comme vous l'avez dit en introduction, on collecte énormément d'informations. Donc, on peut apprendre énormément de choses. Par exemple, tel changement sur le site a eu tel impact, tel autre changement aura tel impact. D'apprendre des comportements, d'apprendre des difficultés de l'utilisateur pour voir s'il y a des spécificités de comportement de navigation afin de corriger au plus vite, de prédire les futurs problèmes qui arrivent ou prédire la performance d'un contenu ou d'un parcours. Donc, il y a énormément d'enjeux où l'intelligence artificielle, l'apprentissage des machines, on parle de machine learning ou deep learning, vont permettre d'améliorer l'ensemble des process et l'ensemble des parcours et de faciliter le job des équipes qui utilisent Content Square. Alors, vous avez fait une levée de fonds de 500 millions d'euros qui a fait beaucoup parler d'elle. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre, en fait? Alors, on a effectivement, en mai, annoncé une levée de fonds de 500 millions de dollars pour 3 grands axes. Le premier, c'est l'innovation. Donc, pour continuer à être à la pointe, il faut investir massivement en recherche, en développement, en intelligence artificielle, comme on parlait. Donc, l'enjeu va être de tripler la taille de nos équipes dans les 3 années qui viennent là-dessus. Le deuxième point, ça concerne le développement international de Content Square, à savoir renforcer les zones actuelles sur lesquelles on se trouve, mais également ouvrir de nouveaux territoires. Et je pense notamment à l'Asie, sur lequel on est encore peu présent. C'est une des raisons parmi lesquelles on est ravi d'avoir SoftBank à notre capital, qui est d'origine japonaise. Et le troisième point, qui est un des muscles
de Content Square, c'est le M&A, les fusions-acquisitions, c'est de racheter des sociétés pour apporter encore plus de valeur à nos clients et donner à nos équipes encore plus de technologies à pouvoir proposer à l'ensemble de leurs clients. Donc, on pense que c'est un moyen d'accélérer notre développement et d'accélérer la valeur générée pour les marques avec lesquelles on bosse. Comment est-ce qu'on fait pour s'attaquer justement à un marché asiatique qui est aussi colossal Alors déjà, le mot colossal est un bon mot parce que il est colossal et il est aussi différent en fonction des géographies. Ouais. C'est différent en Australie, Nouvelle-Zélande, au Japon, en Corée, en Chine, pour ne citer que ces territoires-là. Donc, ça passe par mieux comprendre le marché, ses habitudes, sa maturité, son équipement technologique, ses marques, mettre des équipes, établir des partenariats, que ça soit des partenaires qui vont nous permettre de rencontrer plus vite les entreprises, de revendre des solutions Content Square pour certaines d'entre elles. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. En général, on analyse la taille des marchés, la maturité des marchés, et on recrute des équipes pour pouvoir proposer nos services là-bas. Et je pense que aujourd'hui, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Donc la différence entre une belle compagnie et un blockbuster, ça va être aussi la capacité à rapidement se déployer globalement. Comment vous regardez les GAFA? Quelles sont vos relations avec elles Alors on a des partenariats de toutes sortes avec elles, que ce soit pour stocker des données, pour mettre en place des partenariats, pour travailler avec des marques, pour réfléchir à de l'innovation, pour mettre en place des stratégies communes. Donc, c'est des sociétés avec lesquelles on arrive aujourd'hui à plutôt bien échanger. Alors, vous êtes à ce jour l'actionnaire principal de Content Square. Vous êtes très discret sur la répartition exacte du capital. Est-ce que vous envisagez un jour une introduction en bourse à New York, en Europe, les deux à la fois? Alors, deux sujets. Déjà, je prends énormément de plaisir tous les jours à venir travailler. Chaque étape, c'est une super étape de découverte. Partir vivre aux États-Unis, acheter des sociétés, lever de l'argent, ouvrir des nouveaux territoires. On parlait de l'Asie préalablement. Et je pense qu'on est au tout début de notre marché et qu'on peut faire de Content Square une des plus grandes boîtes de software du monde. Mais ce qui compte pour moi, c'est aussi de le faire avec les bonnes valeurs, la bonne culture. Je crois que ça fait vraiment la différence, de sorte que notre job ne soit pas juste d'améliorer l'expérience digitale, mais aussi d'améliorer la qualité de nos équipes pour qu'elles vivent une superbe expérience humaine. En ce qui concerne l'IPO, l'introduction dans les marchés publics, c'est un moyen de financement. Jusqu'alors, on a surtout utilisé des moyens de financement privés. Ça sera certainement un chemin à un moment donné pour Content Square. Alors, on n'est pas rentré suffisamment dans l'analyse pour vous dire France, États-Unis, l'un ou l'autre ou les deux. En revanche, ce qu'on essaye déjà de faire, c'est de mettre un niveau d'excellence opérationnelle sur l'ensemble de nos équipes, l'ensemble de nos départements, de sorte que si à un moment donné, on souhaite accélérer notre financement public, on soit en capacité rapidement d'y aller. Parler de valeurs et de culture, est-ce que à ce titre-là, la culture et les valeurs ESSEC sont importantes? Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous voulez apporter aussi dans cette histoire, dans cette construction d'une grosse société? Alors déjà, je dirais que j'ai énormément appris à l'ESSEC, de par l'écosystème, le fonctionnement. Mais on a essayé de créer notre propre culture qui est un mélange de l'éducation qu'on a pu avoir, des premières équipes qu'on a recrutées. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à mettre au cœur de l'ambition. Ça, c'est un des éléments très importants de notre fonctionnement, de pousser les gens à se dépasser, à aller voir toujours plus haut et plus loin, à créer. Je
Je pense que l'innovation, elle est partout. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir un mode de fonctionnement avec pas beaucoup de hiérarchie, pour être le plus accessible possible, pour permettre à tout le monde de pouvoir apporter de l'innovation, de faire en sorte qu'il s'éclate, de développer une culture du risque, mais d'apprendre très rapidement des erreurs rencontrées et de continuer à avoir la patate et le sourire. Et je pense que ces valeurs-là, elles sont gages d'une bonne aventure humaine et d'une bonne aventure business. En tout cas, je compte beaucoup sur l'importance de la culture Content Square pour déplacer les montagnes. Ce qui ressort d'ailleurs quand on regarde un peu les articles de presse sur vous et sur Content Square, c'est justement ce plaisir que vous avez quotidien et l'envie. Et ça, vous le partagez évidemment avec vos équipes. Vous avez comment ça se passe, une petite équipe autour de vous, ou c'est une garde rapprochée ou Alors j'ai plein de collaborateurs avec lesquels j'échange régulièrement. J'ai effectivement une équipe aussi plus resserrée avec lesquelles j'échange plus souvent avec d'autres. Et c'est aussi important pour moi de me nourrir au niveau de l'ensemble des collaborateurs, de l'ensemble des pays. Puis ça donne aussi beaucoup de rafraîchissement que d'avoir des points de vue nouveaux. Et je crois que c'est important de continuer à cultiver ça dans notre culture. Et le plaisir, oui, il est là, et je vais tout faire pour qu'il soit là le plus longtemps possible, pas que pour moi, mais pour l'ensemble de nos équipes, parce que je pense qu'on peut écrire une histoire extraordinaire. Je vois d'ailleurs apparaître de plus en plus une génération d'entrepreneurs français décomplexés, qui voient très grand et qui, chacun sur leur secteur d'activité, sont en train d'écrire des histoires extraordinaires. Comment est-ce qu'on fait pour rester en hypercroissance dans la durée et réussir à rivaliser avec les leaders américains du secteur? Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Bon, déjà, ça passe par s'entourer, donc d'avoir une équipe de top niveau autour de soi. Moi, par exemple, j'avais pas beaucoup d'expérience, donc j'ai essayé de recruter des gens qui étaient bien meilleurs que moi sur l'ensemble des domaines, mais également des équipes aussi jeunes à très fort potentiel pour pouvoir apporter encore plus de innovation, de créativité, en tout cas un point de vue qui pouvait être différent. Donc c'est très important, je dirais, en point 1, de bien recruter, de bien s'entourer. Et peut-être que parfois l'erreur que certains peuvent commettre, que j'ai peut-être pu commettre au départ, c'est de pas assez investir sur le recrutement, parce que c'est ces gens-là qui vont venir apporter de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, et c'est très très important. Le deuxième point, c'est d'écouter ses clients, d'être obsédé par la compréhension et la satisfaction des clients, d'essayer de mieux comprendre leurs challenges, pas à un niveau superficiel, mais à un niveau profond, parce que c'est ça qui va être souvent déclencheur d'innovation. Et je dirais le troisième point, c'est que il faut aller vite. Donc, il faut prendre des décisions fortes, globales, rapides, qui peuvent être déclencheurs de valeur. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Alors déjà, je suis pas quelqu'un qui regarde trop en arrière, donc je ne ferai pas grand-chose différemment. Mais le conseil peut-être que je donnerais, c'est celui que je vous disais préalablement, c'est s'entourer. Et s'entourer et ne pas hésiter à aller chercher des gens de top niveau, même s'ils vous semblent inaccessibles, parce que si vous avez un super projet, si vous avez la passion, si vous avez développé une bonne technologie, si vous répondez à de vrais besoins, si c'est simple et que ça peut générer de la valeur très très rapidement pour les marques, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable de créer une super entreprise. Et pour ma part, je dirais de continuer à cultiver le goût d'apprendre et de la curiosité, parce que c'est ce qui m'anime au quotidien pour continuer à découvrir, à écrire de nouvelles aventures. Alors, qu'est-ce qui anime Jonathan Cherki au quotidien? Qu'est-ce qui vous porte pour réussir à parvenir à vos objectifs? Je dirais c'est ce plaisir de découvrir, c'est ce plaisir d'apprendre, c'est cette curiosité perpétuelle, c'est
d'essayer de sentir si les marchés de demain seront des marchés porteurs j'adore deux choses dans mon métier. J'adore la technologie et l'innovation. Donc, j'essaye de rester au plus près des équipes là-dessus. Et j'adore le contact avec les clients parce que Content Square, ça serait rien sans ses clients. Donc, j'essaye au maximum d'écouter leurs besoins, leurs attentes, leurs visions et derrière de l'essayer de le transformer en produit pour essayer d'avoir une top expérience. Le monde de demain, c'est un monde digital. Je pense qu'on le comprend de plus en plus. Et notre job, c'est d'essayer d'apporter une meilleure expérience pour tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour pouvoir y arriver, à nous de continuer à mettre en musique l'ensemble de ces dimensions pour faire en sorte de faire de Content Square une entreprise géniale en tout point. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas spécialement technicien au début. Vous l'êtes devenu? Alors, je considère que je suis pas technicien toujours, mais ma curiosité m'amène à essayer de comprendre. Donc, je demande aux gens de m'expliquer et quand je comprends pas, je le dis. Et je pense qu'il faut reconnaître ce qu'on sait et ce qu'on sait pas. Mais ça n'empêche pas d'essayer de repousser les frontières en essayant d'apporter d'autres perspectives et d'autres possibilités. Et si vous êtes bien entouré, la discussion, elle fait en général naître des bons produits. Juste une petite question pour revenir en arrière, mais vous étiez quel type d'étudiant à l'ESSEC? Alors, c'est une bonne question. Bon, déjà, à ce moment-là, je passais beaucoup de temps sur mon projet d'entreprise. Donc, c'était là où je mettais beaucoup d'énergie, plus que sur l'assiduité de tous les cours que j'ai pu recevoir. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai eu l'impression de faire face à des gens qui comprenaient le fait que j'étais en train d'écrire cette histoire-là, qui ont essayé de m'aider, que ce soit les professeurs, que ce soit l'incubateur. Je suis passionné de sport. J'adore on parlait de foot, ou de tennis, mais même le sport en général. Donc, je passais pas mal de temps à jouer au foot aussi à l'ESSEC. Et j'ai des super souvenirs de cette époque-là qui est le vrai début de Content Square, finalement. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux 6 startups finalistes ce soir et à tous les étudiants et alumni entrepreneurs, puisque c'est à eux qu'on s'adresse? Je leur dirais de croire en leurs rêves, de se dépasser. Moi, j'ai souvent un dicton en anglais qui dit « Where there is a will, there is a way ». Quand on veut, on peut, ou « Go beyond yourself », dépasse-toi. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand je parlais d'entourer, c'est que seul, parfois, on va vite, mais ensemble, on va aller encore plus loin et plus fort. Donc, ils n'hésitent pas à aller recruter des rockstars ça va coûter court terme, mais ça va rapporter tellement plus à moyen et long terme, et de penser grand tout de suite. Pas de complexe, tout de suite viser très grand, très haut, très fort. Si vous avez un bon projet, que vous vous assurez d'avoir tous les éléments nécessaires à y arriver, il y aura des gens que vous allez embarquer avec vous. Que ce soit des financiers, des top collaborateurs qui vont vouloir rejoindre votre entreprise. Et n'oubliez jamais le plaisir et la passion qui vous animent depuis le jour 1. Donc, bien s'entourer, ça, j'ai l'impression que c'est vraiment la base. Et puis, écouter aussi. Ouais. Et le plaisir, garder la flamme, le fire. Ça, ce sont les 3 valeurs, en gros, que vous voudriez mettre en avant. Oui. Alors, j'ai une dernière question. J'ai lu quelque part que vous rêviez de devenir propriétaire d'un club de foot. Ce serait pas le rêve? J'adore le foot. J'ai été effectivement abonné pendant 10 ans au Vélodrome, qui est le stade de l'Olympique de Marseille, à supporter ce club de cœur-là. Si un jour j'ai le temps, les moyens, la possibilité de pouvoir allier cette passion avec mon quotidien, pourquoi pas, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai d'abord d'autres choses encore à réaliser.